C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Officier, faites présenter les armes au consul de la République. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Bonaparte! Compagnie! En avant! Les hommes naissent et demeurent, libres et égaux en droit. La garde meurt, mais ne se rend pas! Citoyens, citoyennes, les guerres napoléoniennes débutent. Bienvenue pour ce premier épisode. Le travail fut long et je suis heureux d'enfin pouvoir commencer cette série. J'espère de tout cœur que vous allez l'apprécier. Les guerres napoléoniennes débutent avec la nomination de Napoléon Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie le 2 mars 1796. S'il n'est pour l'instant qu'un acteur secondaire envoyé à la tête d'une armée loin d'être en bon état, on pense alors que c'est simplement pour créer une diversion. Il va surprendre le monde par son génie militaire et son habileté diplomatique. Ce jeune général de 23 ans, qui pendant la plus grande partie de sa vie ne se pensait même pas lui-même comme français, va comprendre que son destin est intimement lié à cette nation. Commencer en mars est un choix. Les premiers combats débutent réellement courant avril. Mais c'est une chance aussi pour moi de vous présenter les acteurs du conflit et les forces en présence. Napoléon est nommé à la tête de l'armée d'Italie à la place du général Scherer. Bien que le 23 et le 24 novembre, les armées de Scherer menées par Masséna aient vaincu les Autrichiens à la bataille de Loano, c'est une victoire éclatante qui permet aux Français d'ouvrir la porte de l'Italie et la plaine du Pô. Scherer est un général qui pense comme un homme de l'Ancien Régime. Il veut assurer des lignes d'approvisionnement sûres et une supériorité numérique avant d'oser se porter à l'offensive. C'est pour ça que Napoléon va le remplacer. Lui, il n'a pas peur de jouer avec le destin. Napoléon épouse Joséphine de Beauharnais le 9 mars. Le mariage est organisé dans la précipitation. L'Italie attend Napoléon. Bonaparte entame son périple vers Nice et y arrive le 11. Avec lui se trouve Junot qu'il a rencontré au siège de Toulon, mais aussi par exemple Marmont. C'est une nouvelle génération, ils ont à peine plus de 20 ans, et Murat, avec ses 29 ans, est le plus vieux de la compagnie. Napoléon réfléchit à la question italienne depuis longtemps. Il a déjà en 1792 étudié au comité de topographie le terrain italien. Cette armée d'Italie, il va même y servir. Dès 1794, il va d'ailleurs proposer un plan d'invasion de l'Italie à Augustin Robespierre. En 1795, Napoléon est à la tête de l'armée intérieure. Son plan va être proposé au général Scherer par le Directoire. Mais seulement la première partie va être retenue. Il doit se limiter à une simple invasion de l'Italie et ne pas se risquer plus loin. En réalité, c'est lui qui mènera ce plan. On peut se poser une question cruciale. Quelle armée attend Napoléon en Italie ? La harangue de Napoléon à ses soldats est devenue célèbre. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous reprocher. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance ? Berthier, lui, nous relate une autre version qui serait la vraie version du discours. Ce n'est plus une guerre défensive, c'est une guerre d'invasion. Ce sont des conquêtes que vous allez faire. Point d'équipage, point de magasin. Vous êtes sans artillerie, sans habits, sans souliers, sans soldes. Vous manquez de tout. Mais vous êtes riche en courage. Eh bien, voilà vos magasins, votre artillerie. Vous avez du fer et du plomb. Marchons, et dans peu de jours ils seront à vous. Il leur montre alors les plaines fertiles du Piémont et de Lombardie. L'ennemi, ajoute-t-il, est 4 fois plus nombreux que vous. Nous en acquerrons plus de gloire. Si la différence n'est pas bien grande, elle nous montre comment Napoléon a voulu réécrire, perfectionner tous les éléments qui allaient faire le roman de sa vie. S'il est vrai qu'un certain nombre de problématiques entourent l'armée d'Italie, les nombreux mythes qui existent sur elle sont de plus en plus nuancés par les travaux d'historiens. Cette armée a été considérablement renforcée avant l'arrivée de Napoléon. Elle compte d'ailleurs des soldats de métier, habitués au combat, et notamment au combat de montagne, particulièrement utile en Italie. Une partie de l'armée manque d'équipement et de ravitaillement, mais directement en février, Salicetti est envoyé à Gênes pour assurer un meilleur approvisionnement. Sous Scherer, l'armée d'Italie s'améliore quand même, et on peut le voir avec Loano par exemple, c'était une armée qui avait quand même un certain potentiel. L'armée compte d'ailleurs nombre d'officiers d'expérience, dont Augereau et Masséna. Enfin, s'ils sont compétents, ils ne voient pas forcément l'arrivée de Bonaparte comme une bonne chose. Eux-mêmes convoitaient le commandement, notamment Masséna qui s'était illustré plusieurs fois en Italie et qui, sans nul doute, aurait eu des prétentions plus légitimes que Napoléon à diriger cette armée. Mais Napoléon avait des meilleurs contacts et notamment le Directoire lui était redevable après son intervention en Vendémiaire.
Pour revenir à la consistance de cette armée d'Italie, elle compte en son sein des officiers d'origine variée. Masséna est un ancien sujet du roi de Sardaigne, La Harpe est suisse, Kilmaine, commandant en chef de la cavalerie, est irlandais. Beaucoup ont donc déjà acquis une expérience militaire dans d'autres pays, dans d'autres conflits qu'ils vont mettre au service de cette armée d'Italie, ce qui va être particulièrement utile. Avant de parler des forces en présence, il me paraît pertinent de faire un point sur la situation politique en Italie. La péninsule italienne est fragmentée en nombreux États. Au contraire de la France, l'Italie n'est pas une nation. Ce qu'il faut d'ailleurs bien comprendre, c'est que la France, l'Espagne et l'Autriche se disputent le contrôle de la péninsule depuis le Moyen-Âge, avec beaucoup de changements de pouvoir. L'Autriche, par exemple, contrôle le Milanais au nord, tandis qu'au sud, le royaume de Naples est sous influence espagnole des Bourbons. La France n'est pas en reste, elle a annexé le comté de Nice, la Savoie et la Corse. Deux États italiens sont en mars 1796 membres de la coalition contre la France, le royaume de Naples et le Piémont-Sardaigne. Néanmoins, la majeure partie est fondamentalement hostile à la Révolution, si ce n'est à la France elle-même. L'État le plus proche géographiquement de la France est le royaume du Piémont-Sardaigne. Le royaume s'est considérablement vu réduit après les conquêtes françaises de 1792. Si le Piémont continue le combat, c'est à contre-cœur. Le roi Victor Amédée III est dépassé par les événements. Il est surtout sous pression d'une part importante de la cour qui verrait d'un bon œil un retournement d'alliance, la France étant prête à offrir le Milanais autrichien en compensation. Il y a donc une tension interne avant de débuter cette campagne. Le deuxième ennemi de la France est le royaume des deux Siciles, parfois connu sous le nom de royaume de Naples. C'est le royaume le plus puissant d'Italie avec une armée de 60 000 hommes. C'est une armée néanmoins loin d'être un modèle, elle est vieille, arriérée. Les deux Siciles préfèrent envoyer des corps aux Autrichiens plutôt que de livrer eux-mêmes le combat. Le roi, Ferdinand IV, est d'ailleurs le frère de Marie-Antoinette. On comprend donc facilement qu'il est un ennemi de la France. Fortement lié à Naples, le duché de Parme suit en général sa politique, la politique des Bourbons de Naples. Mais avec 3000 hommes, ils ne sont pas une force majeure. Autre puissance hostile à la Révolution, les États pontificaux. Si le pape dispose que de 5000 hommes, mal équipés, son influence est grande en Italie. Membre de la première coalition contre la France, la papauté est désormais neutre mais reste hostile à la Révolution. Bologne et Ferrare sont sous la tutelle pontificale mais verraient d'un bon œil une libération. À l'intérieur de chaque État, il y a donc des acteurs avec des volontés opposées. La République de Venise est elle aussi fondamentalement hostile à la Révolution. Pensée comme une puissance, son armée potentiellement forte de 54 000 hommes et sa marine sont toutes deux dans un état déplorable. La Sérénissime, bien consciente de ses faiblesses, préfère faire tout son possible pour rester hors du conflit. Autre république marchande, Gênes, dans une situation absolument paradoxale. Ses élites sont hostiles à la France, mais elles ne désirent en aucun cas la guerre, avec ce partenaire commercial bien sûr. Avec leurs 4000 hommes, ils sont donc neutres. Au nord, la Lombardie regroupe le duché de Milan et de Mantoue. Elle est gouvernée par l'archiduc Ferdinand Charles. Sous contrôle autrichien, sa population est relativement favorable aux idées de la Révolution. Ils sont donc relativement hostiles au gouvernement autrichien. Seul acteur plus complexe, le duché de Toscane. Il est le moins facile à comprendre, une puissance relativement moyenne avec environ 6000 hommes, cet état est dirigé par un archiduc d'Autriche. Paradoxalement, il est un état assez favorable à la France, son souverain est un prince éclairé favorable aux Lumières, qui a été l'un des premiers à reconnaître la France révolutionnaire. Mais n'oublions pas la flotte anglaise, présente en Méditerranée pour soutenir les coalisés qui menacent la France. Maintenant que l'on a fait ce premier tour d'Italie qui me semblait nécessaire pour comprendre la guerre à venir, parlons des forces en présence, chez les acteurs du conflit, en commençant bien sûr par la France. Il est temps de déconstruire le premier mythe, celui d'une infériorité numérique française absolue. On évoque souvent l'idée que Bonaparte disposait de 30 000 hommes. Ce sont des chiffres de février. Dès son arrivée, il fait retirer 13 000 hommes des dépôts et des garnisons pour renforcer son armée. L'effectif total de l'armée d'Italie, si on compte la 8e division qui passe l'hiver en Provence, les hommes en garnison et les blessés, est d'environ 70 000 hommes. Bien évidemment, tous ne sont pas disponibles pour l'offensive, mais Napoléon réunit quand même de 43 à 47 000 hommes selon les calculs de différents historiens. En face, le Piémont dispose de 15 à 18 000 hommes pour faire face à Napoléon. Il faut compter en plus de 25 à 28 000 Autrichiens. Je parle là de la première phase de la campagne. Les choses évolueront au fil du temps. Si les Français constituent un bloc homogène, les forces du Piémont-Sardaigne et d'Autriche n'ont pas de plan commun. Colli à la tête de l'armée du Piémont défend la route vers Turin. Beaulieu, lui, défend la route vers Milan pour l'Autriche. Les forces autrichiennes sont mieux équipées, notamment en artillerie, que les forces françaises. Mais elles souffrent d'un manque d'innovation, on est obsédé par les lignes de communication. On veut avant tout limiter les risques. Le célèbre théoricien militaire Clausewitz, dans son ouvrage sur la campagne d'Italie, nous dit que Bonaparte venait de s'ouvrir une carrière brillante, où à force de courage et de témérité, il pouvait tout gagner et n'avait rien à perdre. Bonaparte avait une forte éducation classique, et les plus grands événements de l'histoire s'étaient déroulés sous ses yeux. En ce qui concerne Beaulieu, il est moins flatteur. Beaulieu était formé par 60 années de pédanterie officielle.
le plus propre à déprimer l'intelligence et le caractère. Il ajoute ensuite que Bonaparte a une très bonne connaissance des Apennins, du terrain montagneux, qui est totalement inconnu à Beaulieu, et ça va jouer énormément. Pour finir sur les différences entre les Français et les forces coalisées, on peut parler du soldat. En Autriche, les soldats sont de nombreuses nationalités différentes. On retrouve par exemple des Hongrois dans la cavalerie, l'armée est encadrée par la discipline prussienne, l'ordre y règne, les soldats obéissent, ils ne prennent pas d'initiative et ne remettent pas en cause les ordres de leur commandant. Dans l'armée française, la situation est totalement différente. C'est une armée révolutionnaire. Elle est composée de soldats, mais de soldats citoyens. Ils ne sont pas des simples soldats, mais cette notion change beaucoup de choses. Le soldat est également intéressé par les raisons de la guerre, par la portée politique de cette dernière. Les soldats français pendant la campagne d'Italie feront preuve d'initiative, ils remettront parfois en cause les choix de leurs commandants et agiront de leur propre chef, ce qui aura des aspects positifs et négatifs, mais qui change quand même beaucoup de choses. Le 27 mars, Buonarroti est envoyé fomenter une insurrection pro-française en territoire piémontais. Les réseaux d'espions vont jouer un rôle important dans la campagne, mais là également j'aurai l'occasion d'y revenir, l'espionnage étant un sujet assez particulier. Le 28 mars, Bonaparte est contraint de sévir. Le 3e bataillon de la 209e demi-brigade est dissous. Les quelques incidents qui surviennent ne sont pas représentatifs pour notamment l'historien Gilles Candela, d'une armée qui ne serait pas très révolutionnaire. Au contraire, l'armée d'Italie est une armée profondément révolutionnaire, mais le manque d'action, le manque d'initiative a poussé les soldats à l'indiscipline. Là où Bonaparte va immédiatement faire preuve de fermeté, c'est dans le rétablissement d'une chaîne de commandement claire. À son arrivée, les soldats n'hésitent pas à l'alpaguer pour se plaindre de certaines décisions ou se plaindre de leurs conditions, et il rétablit un usage strict des codes hiérarchiques qui avaient été plus ou moins abolis pendant la Révolution. Pour lui, un soldat est un soldat avant d'être un citoyen. C'est le début d'une longue transition qui nous emmène, on va dire, du soldat révolutionnaire au soldat de l'ère napoléonienne. C'est ici que je vais m'arrêter pour le mois de mars, les opérations débutent réellement en avril, les premières batailles seront donc pour le prochain épisode. Si vous avez apprécié cet épisode un peu introductif, je vous invite à le partager au maximum pour faire de ce projet une réussite. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des recommandations ou des commentaires. Je vous retrouve bientôt, les guerres napoléoniennes ne font que commencer, elles continuent au prochain épisode. Citoyens et citoyennes, au revoir.